À Noël, ils m'ont traité de mère célibataire honteuse. Mon père m'a crié « Dégage !» en me jetant dehors. Je lui ai simplement répondu « Très bien », et je suis parti, sans un mot de plus. Ils ignoraient que leur confort venait de mon empire de 50 millions d'euros. Le lendemain matin, j'ai annulé toutes leurs transactions. Puis j'ai pris l'avion pour ma villa en bord de mer, à Biarritz, et je n'ai plus jamais regardé en arrière. Je m'appelle Ambre Dubois, j'ai 32 ans. Avant de vous raconter comment ce moment douloureux s'est déroulé, faites-moi savoir d'où vous regardez et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne rien manquer de la suite de cette histoire qui a changé ma vie. J'ai grandi dans un quartier de banlieue typique de Bordeaux, la plus jeune de 3 enfants. Mon père, Michel Dubois, travaillait comme directeur de banque, et ma mère, Claire Dubois, était institutrice. Mon frère aîné Pierre a 5 ans de plus que moi et ma sœur Sophie a 3 ans de plus que moi. De l'extérieur, nous semblions être la famille française parfaite. La réalité derrière des portes closes était bien différente. En tant que Benjamin, je me suis toujours senti comme un détail sans importance dans notre foyer. Pierre était le garçon d'or, le fils aîné qui ne pouvait rien faire de mal. Il était moyen dans ses études mais excellait dans le sport, ce qui rendait mon père fier. Sophie était la beauté de la famille, populaire et charismatique, toujours le centre de l'attention lors des réunions de famille. Et puis il y avait moi, calme et studieuse, souvent négligée. « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» me demandait ma mère lorsque je préférais lire plutôt que de sortir. « Pierre ne nous donne jamais autant de soucis », disait mon père chaque fois que je remettais en question leurs décisions. Les comparaisons étaient constantes et lassantes. Bien que je me sente comme une étrangère dans ma propre famille, j'ai canalisé mon énergie dans mes études. J'ai étudié 2 fois plus dur que mes camarades, déterminé à tracer ma propre voie. Lorsque mes résultats au baccalauréat sont revenus presque parfaits, mes parents semblaient plus surpris qu'enorgueillis. Lorsque j'ai reçu une bourse complète pour l'université de Paris-Sorbonne, mon accomplissement a été minimisé lors de l'annonce au dîner de famille. « Eh bien, c'est bien, mais l'université n'est pas tout », a dit mon père de manière dismissive. Pierre se fait déjà des contacts dans le monde réel. Mon frère avait sauté l'université et travaillait dans une concession automobile, ce qui, d'une manière ou d'une autre, impressionnait davantage mes parents que mes réalisations académiques. À la Sorbonne, je me suis épanoui. Loin de ma famille, j'ai découvert ma passion pour la technologie et l'entrepreneuriat. J'ai rejoint des clubs de start-up, fait des stages dans des entreprises technologiques et commencé à construire un réseau d'innovateurs partageant les mêmes idées. Dès ma 3e année, j'avais développé un prototype de logiciel de cybersécurité qui a attiré l'attention des capital risqueurs. Lorsque j'ai appelé à la maison pour partager mon enthousiasme concernant un investissement d'amorçage de 45 000 € que j'avais obtenu, ma mère a soupiré « Chérie, ne serait-il pas mieux de te concentrer sur l'obtention d'un emploi stable après l'obtention de ton diplôme ?» Toutes ces discussions sur les startups semblent risquées. Après l'obtention de mon diplôme, alors que mes anciens camarades de classe acceptaient des postes en entreprise, j'ai sauté le pas et fondé Nova Sécurité, ma société de cybersécurité. Les 2 premières années ont été brutales. Je travaillais 18 heures par jour, vivais de pâtes et jetons et investissais chaque centime que j'avais dans l'entreprise. Lorsque j'ai demandé à mes parents un petit prêt pour m'aider pendant un mois difficile, mon père m'a sermonné sur la responsabilité financière avant de m'envoyer à contre-cœur 1 000 € qui venaient avec des appels téléphoniques hebdomadaires pour me demander quand je les rembourserais. Le tournant est arrivé lors de ma 3e année d'activité lorsqu'une institution financière majeure a subi un piratage dévastateur. Ma solution était exactement ce que les entreprises réalisaient soudainement qu'elles avaient besoin. En 6 mois, Nova Sécurité est passé d'une start-up en difficulté à un leader de l'industrie. Au bout de 4 ans, notre valorisation était de 13 millions d'euros. Au fur et à mesure que le succès arrivait, ma vie personnelle a pris un tournant différent. J'ai rencontré Julien, un charmant cadre marketing, et après une romance éclair, nous nous sommes mariés. Ma famille a finalement montré de l'intérêt pour ma vie, non pas parce que j'avais bâti une entreprise prospère, mais parce que j'avais enfin fait quelque chose qu'ils comprenaient, me marier. Le mariage a duré 3 ans avant que je ne découvre que Julien m'avait été infidèle à plusieurs reprises. Lorsque j'ai demandé le divorce, ma famille a été horrifiée. Pas par sa trahison, mais par ma décision de mettre fin au mariage. Le mariage demande du travail, Ambre, a dit ma mère. Tout le monde a des problèmes, mais on ne s'en va pas comme ça. Ce qui m'a apporté le plus de joie pendant cette période difficile a été la naissance de ma fille,
Léa. Elle n'avait qu'1 an lorsque le divorce a été finalisé et elle est devenue ma raison d'être. Ma famille, cependant, a vu ma maternité solo comme un autre échec. Pendant qu'ils jugeaient mes choix de vie, j'étais discrètement en train de bâtir un empire. L'entreprise s'est étendue à l'international, a développé de nouvelles gammes de produits et a acquis des concurrents plus petits. Au moment où Léa avait 4 ans, Nova Sécurité était valorisée à 50 millions d'euros, et j'avais personnellement amassé une richesse considérable. Pas une seule fois je n'ai ostenté mon succès auprès de ma famille. Une partie de moi espérait qu'ils le remarqueraient ou peut-être le liraient en ligne, mais ils sont restés inconscients, piégés dans leur vision étroite de ce à quoi devrait ressembler le succès. Pendant ce temps, j'ai remarqué leurs publications sur les réseaux sociaux montrant de nouvelles voitures, des rénovations domiciliaires et des vacances de luxe qu'ils ne pouvaient auparavant pas se permettre. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais mis en place des paiements mensuels anonymes à mes parents après avoir appris que mon père avait été licencié lors d'une restructuration il y a 5 ans. J'ai créé un compte bancaire qui déposait 4 000 € par mois sur leur compte courant, étiqueté et distribution de la fiducie familiale Dubois pour maintenir mon anonymat. J'ai fait de même pour Pierre et Sophie, leur envoyant chacun 2 500 € par mois après avoir entendu parler de leurs difficultés financières par ma mère. Je ne leur ai jamais dit que j'étais leur mystérieuse bienfaitrice. La fierté m'a empêché de révéler que la fille qu'ils avaient toujours sous-estimée les maintenait maintenant à flot. Au lieu de cela, j'ai regardé de loin pendant qu'ils dépensaient mon argent tout en continuant à dénigrer mes choix de vie. Pendant tout ce temps, Léa est devenue mon centre. Contrairement à mes parents, je me suis promis qu'elle se sentirait toujours aimée et soutenue pour ce qu'elle était exactement. Nous avons construit une belle vie ensemble dans notre maison de Lyon avec des aventures le week-end et des histoires au coucher, créant l'environnement familial chaleureux que j'avais toujours désiré enfant. L'appel de ma mère est arrivé de manière inattendue un matin frais de novembre. J'étais en train de réviser les rapports trimestriels dans mon bureau à domicile lorsque mon téléphone s'est allumé avec son nom. « Ambre, nous aimerions que Léa et toi nous rejoigniez pour Noël cette année », a-t-elle dit sans beaucoup de préambule. Toute la famille sera là, et ils n'ont pas vu Léa depuis si longtemps. Elle doit être tellement grande maintenant. J'ai hésité, calculant qu'il y avait près de 2 ans depuis que j'avais vu mes parents en personne. Notre communication s'était limitée à des appels téléphoniques occasionnels et à des messages d'anniversaire obligatoires. La dernière réunion de famille s'était terminée par une conversation tendue sur mes choix parentaux, mon père suggérant que Léa avait besoin d'une influence masculine et ma mère se lamentant sur la difficulté pour Léa de grandir dans une maison brisée. « Es-tu sûre, maman ? La dernière fois n'a pas été exactement agréable pour personne, ai-je dit, en essayant de garder ma voix neutre. C'est du passé, ma chère. C'est les fêtes. La famille doit être ensemble, a-t-elle répondu avec une gaieté forcée. De plus, ton père va beaucoup mieux maintenant que sa situation financière s'est stabilisée. Nous allons tous bien. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant. Après avoir raccroché, je suis restée assise, regardant par la fenêtre de mon bureau le paysage urbain de Lyon. Une partie de moi voulait refuser pour me protéger, Léa et moi, de jugements et de critiques potentielles. Mais une autre partie, celle qui aspirait encore à l'acceptation de ma famille, y voyait une opportunité de réconciliation. « Qu'en penses-tu, Sophie ?» ai-je demandé à ma sœur lors d'un déjeuner le lendemain. Sophie était ma colocataire à l'université et connaissait tous les détails de mes dynamiques familiales compliquées. « Honnêtement, je pense qu'il ne te mérite pas, » a dit Sophie en remuant son café. « Mais je sais aussi à quel point cela signifierait pour toi si les choses pouvaient être différentes. Promets-moi juste que tu ne les laisseras plus te faire sentir petite. » J'ai passé les 2 semaines suivantes à me préparer pour le voyage dans le sud-ouest. J'ai acheté des cadeaux attentionnés pour tout le monde. Une montre vintage pour mon père coûtant 5 000 €, une paire de boucles d'oreilles en diamant pour ma mère, une adhésion à un golf pour Pierre et un forfait week-end spa pour Sophie. Pour mes nièces et neveux, j'ai sélectionné des jouets éducatifs et les consoles de jeux les plus récentes. Je voulais être généreuse sans être évidente quant à ma richesse. Léa était ravie de rencontrer sa famille élargie. À 4 ans, elle avait peu de souvenirs d'eux, ne les ayant vus qu'à quelques reprises dans sa jeune vie. Je l'ai emmenée faire du shopping pour une tenue spéciale de Noël. Une robe en velours bordeaux avec des chaussures assorties qui la faisaient se sentir comme une princesse, comme elle l'a dit. « Est-ce que papy aimera ma robe ?» a-t-elle demandé en tournoyant devant le miroir. « Il va adorer », les jeux assurés, repoussant les souvenirs des critiques constantes de mon père. « Et tu sais quoi ? Tu vas aussi rencontrer tes cousins.
Ils sont un peu plus âgés que toi, mais je parie qu'ils voudront jouer. À l'approche de notre date de départ, je me suis retrouvé devant mon dressing, délibérant sur ce que j'allais porter. Ma garde-robe contenait des pièces de créateurs valant des milliers, mais j'ai finalement choisi un modeste pull en cachemire et un pantalon ajusté. Quelque chose me disait qu'une apparence trop réussie pourrait créer plus de problèmes qu'en résoudre. La veille de notre vol, je me suis assise sur mon balcon, surplombant les lumières de la ville, me demandant si je devais enfin parler de mon succès à ma famille. Cela changerait-il leur perception de moi? Seraient-ils enfin fiers? Ou me considéreraient-ils simplement comme une ressource à exploiter davantage? J'ai décidé de ne pas le faire. S'il devait y avoir une réconciliation, je voulais qu'elle soit basée sur qui j'étais en tant que personne, et non sur ce que j'avais accompli financièrement. Je voulais qu'ils m'apprécient et apprécient Léa sans l'incitation de la richesse. Le lendemain matin, mon chauffeur a chargé nos bagages dans la voiture pour le voyage à l'aéroport. J'avais réservé des billets en première classe, mais j'ai ressenti une pointe d'anxiété en nous installant dans nos sièges. Léa, inconsciente de mes tourments intérieurs, était excitée à l'idée des collations d'avion et de la perspective de voir la neige dans le sud-ouest. « Maman, y aura-t-il d'autres enfants avec qui jouer ?» a demandé Léa alors que l'avion décollait. « Oui, ma chérie. Tes cousins Thomas et Lucas seront là. Ce sont les enfants de Sophie, et Pierre a un fils nommé Léo, qui a 7 ans. Savent-ils pour Monsieur Moustache ?» a-t-elle demandé, faisant référence à son chat en peluche bien-aimé qui l'accompagnait partout. « Pas encore, mais je suis sûr que tu pourras les présenter. » J'ai souri, lui caressant les cheveux. Pendant que notre avion traversait le pays, j'ai parcouru de vieilles photos de famille sur mon téléphone. Malgré la distance émotionnelle, j'avais continué à envoyer à mes parents des photos de Léa au fil des ans, des mises à jour qu'ils reconnaissaient rarement. Il y avait eu tellement de jalons. Ils avaient manqué ses premiers pas, ses premiers mots, son premier jour de maternelle. J'ai pensé à ma belle maison de plage à Biarritz, achetée il y a un an comme retraite d'évasion. Seule Sophie était au courant. J'avais déjà arrangé la préparation de la maison au cas où la réunion de Noël se passerait mal et que nous aurions besoin d'une échappatoire. Peut-être que cette fois sera différente, me suis-je murmuré alors que Léa s'assoupissait à côté de moi. Peut-être qu'ils ont changé. Mais même en me laissant nourrir l'espoir, je m'assurais que mes plans de secours étaient en place. Mon assistante avait confirmé notre vol potentiel vers Biarritz. Mes avocats étaient en attente, et j'avais révisé tous les arrangements financiers qui me liaient à ma famille. Je voulais croire à la réconciliation, mais l'expérience m'avait appris à me préparer à la déception. Alors que l'avion commençait sa descente vers Bordeaux-Mérignac, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai doucement réveillé Léa. Quoi qu'il arrive dans les prochains jours, j'étais déterminé à montrer à ma fille ce que signifiait la force et le respect de soi, même face à la désapprobation familiale. La voiture de location a tourné dans l'allée familière de ma maison d'enfance. Et j'ai immédiatement remarqué les changements. La modeste maison coloniale, toujours bien entretenue mais simple, présentait désormais une aile agrandie, un nouvel aménagement paysager et une allée circulaire où se garaient 2 nouveaux véhicules, un SUV Audi et une berline Mercedes. J'ai reconnu ces voitures sur lesquelles mes parents s'étaient fièrement vantés sur les réseaux sociaux il y a 6 mois. Des achats rendus possibles par les dépôts mensuels que j'effectuais sur leur compte. « C'est là que tu as grandi, maman ?» a demandé Léa, les yeux écarquillés en découvrant la grande maison. « Oui, bébé. C'est là que maman vivait quand elle était petite », ai-je répondu, ressentant une étrange déconnexion entre la maison améliorée devant moi et la maison plus simple de mes souvenirs. J'ai aidé Léa à sortir de la voiture et j'ai récupéré nos sacs et les cadeaux soigneusement emballés du coffre. Alors que nous approchions de la porte d'entrée, elle s'est ouverte pour révéler ma mère. Ses cheveux fraîchement colorés et coiffés, portant une tenue que je reconnaissais d'une marque haut de gamme. « Vous voilà enfin », a-t-elle dit pour saluer, ses yeux immédiatement fixés sur Léa. Et voici Léa. Ma foi, elle a tellement grandi. Elle s'est légèrement penchée vers Léa, mais n'a pas offert de câlin. Au lieu de cela, elle s'est redressée et s'est écartée pour nous laisser entrer. Ton père est dans le salon. Tout le monde devrait arriver dans l'heure. L'intérieur de la maison avait été complètement rénové. Fini les meubles usés et le papier peint démodé de ma jeunesse, remplacé par des pièces de designer, des comptoirs en marbre et ce qui semblait être des œuvres d'art coûteuses. Les paiements mensuels que je faisais étaient clairement utilisés, bien que pas de la manière dont je l'avais imaginé lorsque je les avais mis en place pour aider au chômage de mon père.
Mon père était assis dans un fauteuil inclinable en cuir, regardant un match de football sur un écran plat géant. Il a levé brièvement les yeux lorsque nous sommes entrés. « Alors, vous êtes arrivés ?» a-t-il dit sèchement avant de retourner son attention au jeu. Pas de câlin, pas d'accueil chaleureux pour sa petite fille. Léa s'est collée à ma jambe, soudainement timide. J'ai posé une main rassurante sur son épaule. « Papa, voici Léa. »« Léa, voici ton grand-père. » Mon père a jeté un autre regard à Léa, son expression s'adoucissant légèrement. « Bonjour », a-t-il dit avant de se retourner vers la télévision. « Tu peux mettre tes affaires dans ton ancienne chambre, Ambre. Nous avons transformé la chambre d'amis en salle de sport, donc Léa devra rester avec toi. » J'ai avalé ma déception face à la réception tiède et j'ai guidé Léa à l'étage. Ma vieille chambre avait été transformée en espace de rangement avec un canapé-lit dépliable coincé entre des cartons et de vieux meubles. Il était clair qu'aucun effort n'avait été fait pour préparer l'espace pour notre arrivée. « C'est ta chambre ?» a demandé Léa, regardant autour d'elle cet espace encombré. « C'était le cas il y a longtemps », ai-je dit, en essayant de garder ma voix légère. « Faisons un endroit douillet pour notre séjour, d'accord ? » J'ai passé les 20 minutes suivantes à dégager suffisamment d'espace pour nos bagages et à préparer le canapé-lit avec les draps que ma mère avait laissés pliés sur le dessus. J'entendais des voix en bas indiquant que d'autres étaient arrivés. Quand nous sommes redescendus, mon frère Pierre et sa femme Diane étaient dans la cuisine avec ma mère. Diane disposait un plateau de charcuterie et de fromage pendant que Pierre se versait un whisky que je reconnaissais comme une bouteille à 150 €. « La voilà », a dit Pierre en levant légèrement son verre. La fille prodigue revient. « Bonjour Pierre. » Diane, ai-je hoché la tête, en gardant mon ton amical. « Voici Léa. » Diane a souri froidement. « Ravi de te rencontrer, Léa. Notre Léo est dehors avec son grand-père. Si tu veux jouer avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'est rouverte et ma sœur Sophie est entrée avec son mari Marc et leurs 2 enfants. Sophie était drapée dans des vêtements et des accessoires de créateurs dont j'estimais le coût supérieur au salaire mensuel de la plupart des gens. « Ambre, quelle surprise. Maman a dit que tu viendrais peut-être, mais je ne pensais pas que tu viendrais vraiment, » a dit Sophie en m'embrassant brièvement près de la joue. Elle a regardé Léa d'un œil scrutateur. « Et c'est ta fille. Elle te ressemble tellement. » La façon dont elle l'a dit donnait moins l'impression d'un compliment que d'une observation. Marc m'a à peine reconnu, se dirigeant immédiatement vers mon père et le match de football. Leurs enfants, Thomas et Lucas, ont jeté des regards curieux à Léa avant que leur mère ne les conduise à la cuisine pour des collations. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, j'ai remarqué les pics subtils et les commentaires ambigus dirigés vers moi. « Alors, Ambre fait toujours ce truc d'ordinateur ?» a demandé mon père pendant une pause publicitaire. « Oui, papa. Ma société de cybersécurité se porte bien », ai-je répondu. « HM » a-t-il hoché la tête avec dédain. « Ça doit être difficile de gérer ça et d'élever un enfant seul. Si tu étais resté avec Julien. » Julien m'a trompé à plusieurs reprises, lui ai-je rappelé calmement. Et Léa et moi allons très bien. Ma mère est intervenue. Eh bien, nous sommes juste contents que tu aies pu venir pour les fêtes. Ton père a été tellement généreux dernièrement, aidant tout le monde. As-tu vu le nouvel ajout à la maison? Et le nouveau poste de Pierre au concessionnaire se passe tellement bien. J'ai mordu ma langue, sachant que l'aide généreuse que mon père était censé fournir provenait en réalité de mon compte bancaire. Alors que les préparatifs du dîner continuaient, j'ai proposé d'aider à plusieurs reprises, mais j'ai été repoussé par ma mère et Sophie, qui avaient pris le contrôle de la cuisine. « Nous avons tout sous contrôle », a dit Sophie. « Pourquoi ne surveilles-tu pas les enfants? C'est plus dans tes cordes ces jours-ci, n'est-ce pas? » J'ai emmené Léa dehors où les enfants jouaient, seulement pour trouver mon neveu Léo qui commandait à Léa et lui prenait ses jouets. Lorsque je suis intervenu doucement, mon frère Pierre est apparu à la porte arrière. « Laisse les enfants se débrouiller, Ambre », a-t-il crié. « Tu ne peux pas être une mère hélicoptère éternellement. C'est ça le problème avec les enfants d'aujourd'hui. » J'ai retenu une réplique, me concentrant plutôt sur le réconfort de Léa, qui était clairement contrariée par le comportement de son cousin. Plus tard, alors que j'aidais Léa à se laver pour le dîner, j'ai entendu mes parents parler dans leur chambre, la porte légèrement entr'ouverte. « Je ne sais pas pourquoi elle est même venue », disait mon père. « Elle s'est toujours comportée comme si elle était meilleure que nous. Et maintenant, regarde-la. »
mère célibataire, probablement en difficulté pour joindre les deux bouts. Eh bien, elle est de la famille, a répondu ma mère. Et qui sait, peut-être réalisera-t-elle enfin qu'elle a besoin de notre aide. Dieu sait que nous avons fait assez pour la soutenir, elle est l'enfant si nécessaire. La fiducie familiale Dubois a été une bénédiction, a convenu mon père. Bien que je ne comprenne toujours pas exactement d'où vient cet argent. Je me suis appuyé contre le mur, prenant de profondes respirations pour me calmer. La fiducie familiale Dubois dont il parlait était le nom du compte que j'avais créé pour mes paiements envers eux. Ils n'avaient aucune idée que leur style de vie confortable était gracieusement offert par la fille qu'ils continuaient de dénigrer. Pendant un bref moment, j'ai envisagé de faire nos valises et de partir sur le champ. Mais Léa était excitée par le dîner de Noël, et une partie de moi espérait toujours que la soirée puisse d'une manière ou d'une autre s'améliorer. C'était un espoir qui allait bientôt s'avérer douloureusement naïf. La salle à manger avait été transformée de l'espace modeste dont je me souvenais en quelque chose sorti d'un magazine de décoration intérieure. Une longue table en acajou brillait sous un lustre en cristal qui n'avait certainement pas été là pendant mon enfance. De la vaisselle fine, des couverts en argent et des verres en cristal étaient méticuleusement disposés sur une nappe en dentelle. La pièce maîtresse était une composition élaborée de fleurs d'automne qui semblait conçue par des professionnels. Tout le monde, trouvez vos places, a annoncé ma mère en apportant un plat avec une dinde parfaitement rôtie. J'ai préparé des marque-places. J'ai rapidement découvert que Léa et moi avions été placés à l'extrémité de la table, loin du centre où mes parents, Pierre et Sophie, ainsi que leurs conjoints étaient assis. Notre placement semblait symbolique de notre statut dans la hiérarchie familiale. Une fois que tout le monde fut assis, mon père se leva pour dire la grâce, quelque chose qui n'avait jamais été une tradition dans notre foyer largement séculier durant notre enfance. Seigneur, nous te remercions pour ce repas copieux et pour avoir rassemblé notre famille, commença-t-il d'une voix prenant un ton cérémoniel que je n'avais jamais entendu auparavant. Nous te remercions pour la prospérité que tu nous as accordée cette année. La famille Dubois a été vraiment bénie par le succès et la bonne fortune. J'ai remarqué Pierre et Sophie hocher la tête solennellement, tandis que leurs conjoints semblaient dûment respectueux. Ma mère rayonnait envers mon père comme s'il prononçait un sermon profond plutôt qu'une prière avant le dîner. Nous prions aussi pour les moins fortunés, continua-t-il avec un regard rapide dans ma direction qui ne passa pas inaperçu. Qu'ils trouvent leur chemin vers de meilleures circonstances par le travail acharné et de bons choix. Après la prière, la nourriture a commencé à circuler. Le buffet était impressionnant. La dinde, la sauce au canneberge, 3 types de farces différents, la purée de pommes de terre, le gratin de patates douces, le gratin de haricots verts, les petits pains faits maison et divers autres accompagnements. C'était beaucoup plus élaboré que tous les repas de vacances dont je me souvenais de mon enfance. La dinde vient d'une ferme biologique spéciale, a expliqué ma mère en servant. Elle coûtait près de 280 €, mais ton père a insisté pour seulement le meilleur cette année. 280 € pour une dinde alors que mon père m'avait une fois fait la leçon pour avoir dépensé 20 € pour une pizza. L'ironie n'a pas échappé. Alors que tout le monde commençait à manger, la conversation s'est tournée vers les nouvelles des membres de la famille, chacune semblant conçue pour mettre en valeur leur succès. Nous venons de rentrer de nos vacances européennes, a annoncé Sophie en coupant sa dinde. 2 semaines à parcourir la France et l'Italie. La villa que nous avons louée en Toscane avait les vues les plus époustouflantes. Marc jouait au golf tous les jours pendant que je visitais les vignobles locaux. C'était une pause bien méritée, a ajouté Marc. Après avoir conclu ce compte majeur au travail, le bonus était substantiel. Nous envisageons de rénover notre cuisine ensuite, peut-être installer un de ces îlots en marbre importés d'Italie. Pierre a hoché la tête avec appréciation. Bien. Diane et moi envisageons aussi une rénovation de cuisine, après que j'ai obtenu cette promotion au poste de directeur des ventes. Le concessionnaire a réalisé son meilleur trimestre, et le propriétaire m'a personnellement remercié de ma contribution. C'est notre garçon, a dit fièrement mon père. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. La conversation a continué dans ce sens, chacun partageant des histoires d'achat, de promotion et de projets de dépenses futures. Pas une seule fois quelqu'un n'a posé de questions sur ma vie ou mon travail, jusqu'à ce que ma mère semble soudainement se souvenir que j'étais là. Alors, Ambre, comment se passe ce petit travail sur ordinateur, a-t-elle demandé lors d'une pause dans la conversation. Avant que je puisse répondre, Sophie a interjeté avec un rire. Maman, je doute qu'Ambre ait le temps de progresser dans sa carrière en tant que mère célibataire.
Ça doit être une lutte. Ça doit l'être, a ajouté Diane, me regardant avec une sympathie fabriquée. Je n'arrive pas à imaginer élever Léo sans Pierre. Les enfants ont besoin d'une figure paternelle. J'ai pris une gorgée d'eau, choisissant mes mots avec soin. En fait, mon entreprise se porte très bien. Nous nous sommes développés à l'international. Et à l'international maintenant, c'est ça, a interrompu mon père avec un scepticisme clair. Eh bien, cela semble impressionnant, bien que j'ai toujours pensé que tu te serais installé dans une carrière plus traditionnelle à ce stade. Quelque chose de stable. Mon travail est très stable, papa, ai-je répondu. En fait, la cybersécurité est l'un des domaines qui connaît la croissance la plus rapide, surtout avec l'augmentation de. En parlant de croissance, a interrompu ma mère, visiblement désintéressée par ma carrière. Léa semble petite pour son âge. Es-tu sûr qu'elle mange correctement? J'ai senti ma mâchoire se serrer. Léa est parfaitement en bonne santé et exactement là où elle devrait être sur le plan du développement. Son pédiatre est très satisfait de sa croissance. Les enfants issus de familles désunies présentent souvent des retards de développement, a dit Sophie, comme si elle lisait un manuel parental. Des études montrent que le divorce peut être traumatisant pour les jeunes enfants. Léa ne vient pas d'une famille désunie, ai-je dit fermement. Elle a une maison aimante et stable avec moi. Mais pas de père, a souligné mon père. Chaque enfant a besoin d'un père. Ta mère et moi t'avons fourni un foyer avec 2 parents, et regarde comme Pierre et Sophie se sont bien développés. L'implication que j'avais d'une manière ou d'une autre mal tournée flottait dans l'air. Marc s'est éclairci la gorge. J'ai lu un article sur la façon dont les enfants de mères célibataires sont plus susceptibles d'abandonner l'école, de se droguer, ce genre de choses. Sans offense, Ambre. C'est absurde, ai-je dit, sentant ma patience s'effriter et c'était même profondément offensant. Pas besoin d'être sur la défensive, a dit Pierre en resservant son verre de vin. Nous nous inquiétons juste du bien-être de Léa. Après tout, tu as fait le choix de quitter Julien. Julien m'a trompé à plusieurs reprises, ai-je dit, ma voix montant légèrement. Ce n'était pas un choix que j'ai fait. C'était une conséquence de ses actions. Le mariage demande du travail, a dit ma mère avec dédain. Ton père et moi avons eu nos défis, mais nous n'avons jamais abandonné. Maman, ai-je dit, en essayant de garder mon ton égal, il y a une différence entre surmonter des défis et rester avec quelqu'un qui trahit constamment ta confiance. Eh bien, c'est de l'eau passée sous les ponts maintenant, a dit mon père. Bien que je pense toujours que tu as agi hâtivement. Julien venait d'une bonne famille. Il aurait pu subvenir à tes besoins correctement. J'ai mordu ma langue pour réprimer une réplique sur le fait que j'étais plus que capable de subvenir à mes besoins et à ceux de Léa. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la découpe de la dinde de Léa en petits morceaux, sachant que la conversation la mettait mal à l'aise. Le dîner a continué avec d'autres pics subtils et moins subtils sur mes choix de vie. Au moment de servir le dessert, la conversation s'est orientée vers les finances. Cette distribution mensuelle de la fiducie familiale Dubois a été une telle bénédiction, a dit ma mère en servant la tarte à la citrouille. Je ne sais pas qui l'a mise en place, mais cela nous a permis de vraiment profiter de la vie ces dernières années. Oui, ce fut une belle surprise quand elle a commencé à arriver, a convenu mon père. Juste au moment où j'ai été licencié, comme si un ange veillait sur nous. Nous recevons aussi des distributions, a dit Sophie. 2500 € par mois comme une horloge. Cela a fait une énorme différence pour notre style de vie. Pierre a hoché la tête. Idem. Diane a pu quitter son emploi et se consacrer à être une mère à temps plein grâce à cela. Et toi, Ambre, a demandé ma mère. Tu reçois aussi des distributions? J'ai secoué la tête. Non, je ne reçois rien de cette fiducie. Eh bien, c'est étrange, a froncé les sourcils mon père. Bien que je suppose qu'ils doivent allouer en fonction des besoins, et avec ton entreprise internationale, tu n'as probablement pas besoin d'aide. Il y avait une note de sarcasme dans sa voix qui indiquait clairement qu'il ne croyait pas que mon entreprise se portait bien du tout. Juste à ce moment-là, Léa a accidentellement renversé son verre d'eau, le faisant déborder sur la table. L'eau s'est rapidement répandue, s'infiltrant dans la nappe en dentelle et goûtant sur le sol. « Oh non, je suis désolé », s'est exclamé Léa, les yeux écarquillés de détresse. Avant que je puisse la rassurer en lui disant que les accidents arrivent, mon père a claqué sa main sur la table, faisant sursauter tout le monde. « Pour l'amour de Dieu,
a-t-il crié, le visage rougi. Cette nappe était importée de France. Elle coûtait plus de 1000 €. La lèvre inférieure de Léa trembla, et des larmes lui montèrent aux yeux. Papa, ce n'est que de l'eau, ai-je dit, déjà en train de tendre ma serviette pour aider à éponger le déversement. Ça va sécher. Léa ne l'a pas fait exprès. C'est exactement de quoi je parle, a continué mon père, la voix s'élevant. Pas de discipline, pas de bonne éducation, juste un autre enfant gâté qui ne sait pas se comporter à table. Je me suis levé, posant une main protectrice sur l'épaule de Léa. C'est complètement injustifié. Elle a 4 ans et c'était un accident. Oh, voilà que ça recommence. Sophie a levé les yeux au ciel. Toujours à trouver des excuses. C'est pour ça que les enfants ont besoin d'une éducation appropriée avec des limites et des conséquences. Léa a plein de limites et de conséquences appropriées, ai-je dit, ma voix tendue de colère. Ce dont elle n'a pas besoin, c'est d'être criée dessus par des adultes qui devraient mieux savoir. La tension dans la pièce était palpable, tous me regardant, clairement choqués que j'ai répondu à mon père. Pendant un instant, personne ne parla. Puis mon père a repoussé sa chaise et s'est levé, l'air menaçant. Peut-être qu'il est temps d'aborder l'éléphant dans la pièce, a-t-il dit de manière sinistre. Et je savais que la soirée allait prendre une tournure encore pire. Le visage de mon père avait pris une teinte rouge dangereuse alors qu'il se tenait à la tête de la table, sa serviette jetée à côté de sa tarte à moitié mangée. La pièce tomba dans le silence, à l'exception des reniflements discrets de Léa qui essayait de retenir ses larmes. Ambre, commença-t-il, la voix délibérément contrôlée mais vibrant de colère. Ta mère et moi avons été patients. Nous t'avons vu prendre une mauvaise décision après l'autre, choisir cette start-up ridicule plutôt qu'une vraie carrière, jeter un mariage parfaitement bon, priver ta fille d'un père et d'un foyer stable. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais il a levé la main pour me faire taire. Non, tu vas écouter pour une fois dans ta vie. Tu as toujours cru que tu savais mieux que tout le monde. Toujours dû faire les choses à ta manière. Et regarde où cela t'a mené. Où exactement penses-tu que cela m'a mené, papa, ai-je demandé calmement, ma main toujours posée protectrice sur l'épaule de Léa. Une mère célibataire en difficulté pour joindre les deux bouts avec un fantasme de gérer une entreprise internationale. Il a ricané. Pendant ce temps, le reste de cette famille s'est épanoui. Ton frère et ta sœur ont de vraies carrières, des mariages stables, des enfants qui sont bien élevés. Ma mère a hoché la tête en signe d'accord. Nous nous inquiétons pour toi, Ambre, et pour Léa. Ce n'est pas la vie que nous voulions pour toi. La vie que tu voulais pour moi, ai-je répété lentement. Et quelle vie était-ce exactement? Une où je restais dans un mariage abusif. Une où j'abandonnais mes rêves pour correspondre à ta définition étroite du succès. Voilà que ça recommence. Toujours aussi dramatique, a interjeté Sophie. Julien n'était pas abusif. Il a fait une erreur. Les gens surmontent ces choses s'ils sont engagés envers leurs vœux. Tu n'as aucune idée de ce qu'était mon mariage, ai-je dit, sentant mon sang-froid soigneusement maintenu se fissurer. Et tu n'as aucune idée de ce qu'est ma vie maintenant parce qu'aucun de vous n'a pris la peine de demander ou de se soucier. Nous nous soucions assez pour te dire la vérité, a dit Pierre. Quelqu'un doit le faire. Tu ne rends pas service à Léa en prétendant que tout va bien alors que tu as clairement du mal. Qui dit que j'ai du mal, ai-je demandé, sincèrement confuse par leur hypothèse persistante. Mon père a ri, un son dur dénué d'humour. S'il te plaît, Ambre, regarde-toi. Tes vêtements sont simples. Tu conduis une voiture de location. Tu ne parles jamais de vacances ou d'achats comme nous. Il est évident que tu as à peine de quoi vivre. J'ai regardé mon pull en cachemire, que j'avais délibérément choisi pour son élégance discrète plutôt que pour une marque voyante. L'ironie que ma famille assimile mon manque de vantardise matérialiste à des difficultés financières était presque amusante. En fait, papa, j'ai choisi de ne pas diffuser mes finances car je pensais que ce serait de mauvais goût. Mais puisque vous en parlez, je vais très bien. Assez bien pour aider ta famille, a demandé ma mère avec insistance. Parce que nous avons porté ton fardeau pendant des années. Pendant que tu jouais à l'entrepreneur, c'est nous qui intervenions pour aider Pierre et Sophie quand ils en avaient besoin. J'ai senti une lueur de colère face à l'injustice de sa déclaration. Porteur mon fardeau? Je ne vous ai jamais demandé d'aide financière. Pas une seule fois depuis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Mais tu aurais dû,
a dit mon père comme si c'était la preuve de mon échec. Un adulte responsable sait quand demander de l'aide. Au lieu de cela, tu t'es isolé, et ta fille aussi, trop fière pour admettre quand tu es débordé. Les accusations étaient si loin de la réalité que j'ai presque ri. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé qu'il était temps d'être honnête. En fait, je pense que vous êtes confus quant à savoir qui est qui dans cette famille. Les yeux de mon père se sont plissés. Qu'est-ce que cela est censé signifier? La fiducie familiale Dubois qui vous envoie 4 000 € par mois depuis 5 ans, et à Pierre et Sophie 2 500 € chacun. Vous êtes-vous jamais demandé d'où vient réellement cet argent? La pièce est devenue mortellement silencieuse. L'expression de mon père est passée de la colère à la confusion. Cet argent provient d'une fiducie familiale établie par ton grand-père, a-t-il dit. Mais il y avait une note d'incertitude dans sa voix. Non, papa, ce n'est pas le cas. Mon grand-père n'a jamais établi de fiducie. Alors d'où? Ma mère a commencé, sa voix s'éteignant alors que la réalisation commençait à poindre. Ces paiements viennent de moi, ai-je dit simplement. Je les ai mis en place après avoir appris que papa avait perdu son emploi il y a 5 ans. Je voulais aider, mais je savais que votre fierté ne vous laisserait jamais accepter l'argent directement de ma part. L'incrédulité a envahi leur visage, suivi rapidement par le choc. C'est ridicule, a bredouillé Pierre. Tu veux qu'on croie que tu nous as envoyé des milliers d'euros chaque mois? Avec quel argent? Avec l'argent de mon entreprise internationale très réelle et très prospère, ai-je répondu calmement. Nova Sécurité, la société de cybersécurité que j'ai fondée, est actuellement valorisée à 50 millions d'euros. Je possède 70%. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais voir qu'ils faisaient tous le calcul mental, la couleur se vidant du visage de mon père alors qu'il calculait ce que cela signifiait. Tu mens, a finalement dit Sophie, bien que sa voix manquait de conviction. Si tu étais si prospère, nous l'aurions entendu. Vraiment? Aucun de vous ne s'est jamais montré intéressé par ma carrière. Aucun de vous ne m'a jamais interrogé sur mon entreprise ou mon succès. Vous étiez tous trop occupés à supposer que j'étais un échec. Mon père a semblé retrouver son sang-froid, son expression se durcissant à nouveau. Si ce que tu dis est vrai, ce dont je doute, alors tu as trompé cette famille pendant des années, joué une sorte de jeu malsain, prétendant être moins prospère que tu ne le es. Non, papa. Je vivais simplement ma vie sans avoir besoin de diffuser mon statut financier pour obtenir votre approbation. Quelque chose que le reste d'entre vous pourrait essayer un jour. Alors maintenant, tu te crois meilleur que nous. La voix de mon père s'est à nouveau élevée. Tu viens dans ma maison et tu insultes ma famille. Je n'ai insulté personne, ai-je dit calmement. Je vous dis simplement la vérité que vous avez demandée. La vérité, a-t-il répété, presque en crachant le mot. La vérité, c'est que tu as toujours été égoïste, pensant toujours à toi-même. Et maintenant, tu veux nous faire croire que tu es une millionnaire secrète. Que tu nous as aidés par bonté d'âme tout en nous regardant de haut. Je ne vous ai jamais regardé de haut, ai-je dit, ressentant une profonde tristesse remplacer ma colère. J'ai toujours voulu votre acceptation, votre amour, les mêmes choses que j'ai toujours voulu. L'amour, a ricané mon père. Tu veux parler d'amour quand tu nous mens depuis des années, jouant un jeu tordu pour te sentir supérieur. Ce n'était pas un jeu, papa. Je voulais sincèrement aider sans vous faire sentir redevable. Je sais à quel point votre fierté est importante. Ma fierté, a-t-il tonné, le visage redevenant rouge. Cela n'a rien à voir avec ma fierté. C'est votre tromperie, votre manipulation. Michel, ma mère a posé une main sur son bras, l'air soudainement inquiète. Peut-être que nous devrions tous nous calmer. Et non, Claire, je ne vais pas me calmer. Il a repoussé sa main. D'abord, elle abandonne son mariage. Ensuite, elle élève son enfant dans un foyer brisé. Et maintenant, nous découvrons qu'elle a joué au marionnettiste avec nos finances, agissant comme une sorte de sauveur tout en nous jugeant pour avoir accepté une aide qui, nous le pensions, venait de mon père. À ce moment-là, Léa pleurait ouvertement, effrayée par les cris. Je l'ai prise sur mes genoux, la serrant protectrice. Je pense que nous devrions partir, ai-je dit calmement. Ceci est bouleversant, Léa. Et clairement, nous n'allons rien résoudre ce soir. Oui, vous devriez partir, a dit mon père, sa voix froide et définitive.
En fait, je veux que tu sortes de ma maison tout de suite. Papa, a interjeté Pierre, l'air mal à l'aise pour la première fois. Peut-être que nous devrions tous faire une pause. Non, a crié mon père, claquant à nouveau sa main sur la table, faisant vibrer la vaisselle. Je veux qu'elle parte. Elle vient ici avec ses mensonges et ses jugements, bouleversant le Noël de tout le monde. Ce ne sont pas des mensonges, ai-je dit, me levant avec Léa dans mes bras. Mais vous avez raison, nous devrions partir. Sors, a rugi mon père, pointant du doigt la porte. Sors de ma maison et ne reviens pas. Nous n'avons pas besoin de ta charité ni de ta condescendance. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception des sanglots doux de Léa contre mon épaule. Tout le monde regardait, certains avec choc, d'autres avec embarras, et quelques-uns avec ce qui ressemblait à une pointe de satisfaction de me voir humilié publiquement. J'ai regardé les visages des membres de ma famille, des gens qui ne m'avaient jamais vraiment vu ou apprécié pour qui j'étais. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est enfin libéré. Le besoin désespéré de leur approbation qui m'accompagnait depuis l'enfance. Très bien, ai-je dit simplement, ma voix ferme, malgré la tempête d'émotions en moi. Léa, dis au revoir. Nous partons maintenant. J'ai ramassé nos manteaux et mon sac à main, sans me soucier du reste de nos affaires à l'étage. Celle-ci pouvait être remplacée. Ce qui ne pouvait pas être remplacé, c'était le sentiment de sécurité de ma fille et mon propre respect de soi. Alors que nous marchions vers la porte d'entrée, passant devant des parents qui détournaient le regard ou regardaient avec une fascination morbide, j'ai maintenu mon sang-froid. La dignité était la seule chose que je pouvais contrôler à ce moment-là, et je refusais de les laisser me l'enlever aussi. Joyeux Noël, ai-je dit calmement en ouvrant la porte, sans me retourner, alors que je sortais dans la nuit froide de novembre avec ma fille dans les bras, laissant derrière moi la famille qui n'avait jamais vraiment été la mienne. La chambre d'hôtel était calme, à l'exception du son de la respiration régulière de Léa qui dormait enfin, épuisée d'avoir pleuré. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant les lumières de Bordeaux, me sentant étrangement calme après la tempête émotionnelle de la soirée. Mon téléphone a vibré avec un appel entrant. Le nom de Sophie s'affichait à l'écran. C'était si grave, a-t-elle demandé quand j'ai répondu, sautant tout préambule. Aussi grave que possible, ai-je répondu, gardant ma voix basse pour ne pas réveiller Léa. Mon père nous a littéralement jetés du dîner de Noël. Oh, Ambre, a soufflé Sophie. Je suis tellement désolé. Que s'est-il passé? J'ai raconté les événements de la soirée, des pics subtils à l'incident de l'eau en passant par le final explosif de mon père. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Ambre, es-tu toujours là? Je suis là, a-t-elle répondu. J'essaie juste de traiter le niveau de toxicité que tu viens de décrire. Ta famille semble encore pire que je ne m'en souvenais. Le fait est, ai-je dit, regardant les phares des voitures qui passaient en bas, je ne suis même plus si contrarié. C'est comme si quelque chose s'était enfin libéré en moi ce soir. Toutes ces années, j'ai cherché leur approbation, espérant qu'ils finiraient par me voir pour qui je suis. Mais ils ne le feront jamais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? A demandé Sophie. J'ai regardé Léa, ses joues encore rougies par les pleurs, serrant fermement Monsieur Moustache même dans son sommeil. Elle méritait mieux que d'être exposée à des gens qui la considéraient comme des biens endommagés à cause de mes choix. Je vais arrêter de faire semblant, ai-je dit de manière décisive. Plus de soutien anonyme. Plus de dissimulation de mon succès. Plus de recherche d'approbation auprès de personnes qui n'ont jamais vraiment souhaité mon bonheur. Bien pour toi, a dit Sophie, et j'ai pu entendre l'approbation dans sa voix. Et qu'en est-il du soutien financier que tu as fourni? Il prend fin maintenant? Oui, ai-je dit. Je n'ai jamais mis en place d'accord formel. Les dépôts sont effectués automatiquement depuis l'un de mes comptes personnels. Je peux les annuler en quelques clics. Après avoir raccroché avec Sophie, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon portail bancaire. Là, ils étaient, les virements programmés qui soutenaient ma famille depuis des années. 4 000 € par mois à mes parents, 2 500 € chacun à Pierre et Sophie. En 3 clics, j'ai annulé tous les virements récurrents. C'était à la fois libérateur et triste, comme couper un cordon qui me liait à un faux espoir de connexion familiale. Ensuite, j'ai appelé Marcel, mon avocat. Malgré l'heure tardive, il a répondu à la 3e sonnerie. « Ambre, tout va bien ?» « Oui et non », ai-je répondu.
J'ai besoin de ton aide demain matin. Je veux examiner toutes les implications légales possibles de l'arrêt du soutien financier aux membres de ma famille. Y a-t-il eu des accords formels, a-t-il demandé, passant immédiatement à un mode professionnel. Non, juste des transferts automatiques que j'ai mis en place volontairement. Il croyait que l'argent provenait d'une fiducie familiale. Alors, légalement, tu es hors de danger, m'a assuré Marcel. Tu n'as aucune obligation de continuer les paiements qui étaient essentiellement des cadeaux. Voudrais-tu que je rédige une notification formelle? Non, ai-je décidé. Je pense que les virements annulés parleront d'eux-mêmes. Après avoir raccroché, j'ai rouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon email. J'ai reçu un message de mon assistante confirmant que la maison de plage à Biarritz était prête pour notre arrivée. En quelques frappes, j'ai réservé 2 billets en première classe pour l'après-midi suivante. Pendant que je travaillais, j'ai trouvé que je passais en revue méthodiquement les rapports financiers de mon entreprise. Nova Sécurité avait grandi au-delà de mes rêves les plus fous, s'étendant de la cybersécurité à l'intelligence artificielle, à la protection des données et à la sécurité de l'infrastructure numérique. Nous avions des bureaux dans 7 pays et une liste de clients comprenant des gouvernements, des banques internationales et des géants de la technologie. J'avais construit ça. Moi, la fille qui n'était jamais assez bien, jamais assez pratique, jamais assez traditionnelle, la déception, l'échec. Un rire amer m'a échappé devant l'ironie de la situation. Pendant que ma famille me jugeait comme un échec, j'avais construit un empire qui les soutenait désormais sans leur connaissance. Par curiosité, j'ai consulté l'historique des transactions des comptes que j'avais créés pour ma famille. En 5 ans, j'avais transféré 1 150 000 € à mes parents et 700 000 € chacun à Pierre et Sophie. Près de 2,5 millions d'euros au total donnés librement à des personnes qui ne pouvaient même pas traiter ma fille avec une gentillesse élémentaire. La réalité de ces chiffres m'a frappé durement. Qu'aurais-je pu faire avec ces fonds, Léa et moi? Combien d'autres mères célibataires aurais-je pu aider grâce à ma fondation? Le poids de ma loyauté mal placée semblait écrasant. Mon téléphone a sonné à nouveau, cette fois affichant le numéro de ma mère. Il était un peu plus de 7 heures du matin. Il devait avoir découvert les virements annulés. J'ai hésité, puis j'ai décidé de répondre. Bonjour, maman. Ambre, que se passe-t-il? Sa voix était aiguë de panique. Ton père vient d'essayer d'acheter du café et sa carte a été refusée. Puis il a vérifié nos comptes et le dépôt mensuel n'y est pas. As-tu fait quelque chose? Oui, ai-je dit simplement. J'ai annulé les virements. Mais pourquoi? À cause de hier soir. Ton père était bouleversé, mais sûrement que tu comprends. Je comprends parfaitement, maman, ai-je interrompu. Je comprends que pendant des années, tu as accepté mon argent tout en continuant à me traiter comme un échec. Je comprends que tu as utilisé mon succès pour financer ton style de vie tout en me refusant un respect de base. Et je comprends que tu aies permis que ta petite fille soit humiliée à ta table sans dire un mot pour la défendre. Ambre, sois raisonnable, a-t-elle plaidé, sa voix s'adoucissant sur le ton cajoleur qu'elle utilisait pour manipuler. Nous sommes une famille. Les familles se disputent, mais à la fin de la journée, nous nous soutenons mutuellement. Non, maman. Tu ne m'as jamais soutenu. Pas quand cela comptait. Ce que tu as fait, c'est prendre de moi tout en ne donnant rien en retour. C'est fini aujourd'hui. Mais l'argent, a-t-elle murmuré, abandonnant toute prétention. Nous avons besoin de cet argent. Nous avons des factures, des engagements. La pension de ton père n'est pas suffisante pour couvrir le style de vie auquel tu es habitué. Je l'ai terminé pour toi, ai-je dit. Le style de vie financé par ta fille ratée. Peut-être qu'il est temps de vivre selon vos moyens réels. Tu ne peux pas nous faire ça, a-t-elle dit, sa voix se durcissant. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi, maman? Nomme une chose que tu as faite pour soutenir mes rêves ou te soucier de mon bien-être au cours des 10 dernières années. Le silence à l'autre bout du fil était révélateur. C'est ce que je pensais, ai-je dit calmement. Au revoir, maman. S'il te plaît, ne me contacte plus, à moins que tu ne sois prête à t'excuser auprès de Léa et moi et à apporter de réels changements dans ta façon de nous traiter. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué son numéro. Puis j'ai fait de même pour mon père, Pierre et Sophie. C'était une mesure drastique, mais nécessaire pour ma tranquillité d'esprit et le bien-être de Léa.
Alors que le soleil se levait sur Bordeaux, j'ai doucement réveillé Léa et l'ai aidé à se préparer pour la journée. Nous avons emballé nos quelques affaires et avons quitté l'hôtel. Nous rentrons à la maison maintenant, a demandé Léa alors que nous montions dans notre voiture de location. Pas tout à fait encore, ma chérie, ai-je souri, me sentant plus légère que depuis des années. Nous partons d'abord en petites vacances. Que dirais-tu de voir notre maison à Biarritz? Celle avec la plage juste devant la porte. Ses yeux se sont écarquillés d'excitation. Vraiment? Peut-on construire des châteaux de sable tous les jours? Tous les jours? Je le promets. Nous pouvons nager dans l'océan et chercher des coquillages et regarder le coucher du soleil. Alors que nous conduisions vers l'aéroport, laissant derrière nous le poids des fausses attentes et de l'amour conditionnel, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti par rapport à ma famille depuis très longtemps. La liberté. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond de notre maison de plage de Biarritz, projetant une lumière dorée sur les planchers de bois franc poli. Léa était déjà dehors sur la plage privée, construisant soigneusement un château de sable sous l'œil attentif de Maria, la gentille nounou locale que j'avais engagée pour nous aider à nous installer. Cela faisait 6 semaines depuis ce dîner de Noël désastreux. 6 semaines de guérison et de reconstruction pour Léa et moi. Les premiers jours avaient été difficiles, Léa posant des questions sur la colère de papy et si c'était de sa faute d'avoir renversé l'eau. Ce n'était absolument pas de ta faute, ma chérie, l'avais-je assuré, la serrant fort alors que nous étions assises sur la plage, regardant notre premier coucher de soleil à Biarritz. Parfois, les adultes ont de grandes émotions qui n'ont rien à voir avec les enfants. Grand-père et grand-mère s'occupent de leurs propres problèmes, et ils ont dit des choses qu'ils n'auraient pas dû dire. Est-ce que nous les reverrons un jour, avait-elle demandé, son petit visage sérieux dans la lumière déclinante. Je ne sais pas, avais-je répondu honnêtement. Peut-être un jour, s'ils apprennent à être plus gentils. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le bonheur ensemble, juste toi et moi. Et c'est ce que nous avions fait. Des jours remplis d'aventures sur la plage, d'exploration de l'île, et de soirées calmes, de lecture d'histoires sur le Lanay. Léa s'était épanouie ici, loin de la tension et du jugement qui avait entouré notre bref séjour avec ma famille. Mon téléphone a sonné avec une notification par email me tirant de mes pensées. C'était de Marcel, mon avocat, avec des mises à jour sur les suites de ma séparation financière d'avec ma famille. Selon son rapport, mes parents avaient tenté de me contacter par voie légale, affirmant qu'ils avaient droit à un soutien continu basé sur un contrat implicite. Marcel avait rapidement rejeté leur réclamation, fournissant la preuve que tous les transferts étaient des cadeaux volontaires sans condition. Pierre et Sophie étaient plus discrets, cependant. Le stalking sur les réseaux sociaux, une mauvaise habitude que je n'avais pas encore tout à fait abandonnée, montrait qu'ils avaient annulé des vacances prévues, et Sophie explorait soudainement de nouvelles opportunités de carrière, probablement un euphémisme pour dire qu'elle avait besoin de trouver un emploi. La sonnette a retenti et j'ai posé mon café pour y répondre. Sophie se tenait là, son sourire lumineux sur sa peau bronzée. La meilleure amie prodigue est de retour. J'ai ri, la serrant dans mes bras. Sophie était venue il y a 2 semaines et était tombée amoureuse de Biarritz, prolongeant son séjour dans un hôtel voisin avant de retourner à contre-cœur à Lyon pour ses obligations professionnelles. Je ne pouvais pas rester loin, a-t-elle admis, me suivant dans la cuisine. En plus, j'ai des nouvelles. Bonnes nouvelles, j'espère, ai-je demandé, lui versant une tasse de café. Les documents de la fondation sont terminés, a-t-elle dit en acceptant la tasse avec gratitude. La fondation Léa Lumière est officiellement constituée et prête à commencer ses opérations. Une chaleur s'est répandue dans ma poitrine. Dans les semaines qui ont suivi Noël, j'avais canalisé ma douleur et ma colère dans quelque chose de positif, en créant une fondation pour fournir des subventions, du mentorat et du soutien aux mères célibataires qui créaient des entreprises. Elle a été nommée d'après Léa, qui m'avait inspiré à être plus forte que je ne l'avais jamais cru possible. C'est merveilleux, ai-je dit avec une sincère excitation. J'ai travaillé sur le contenu du site web et la stratégie de communication. Je pense que nous pouvons commencer à accepter les candidatures le mois prochain. Déjà en avance sur toi, a souri Sophie, sortant sa tablette. Nous avons une liste d'attente de 50 candidats depuis le lancement discret la semaine dernière. Alors que nous examinions les candidatures, j'ai ressenti un sentiment d'objectif qui avait manqué auparavant. Utiliser mon succès pour aider d'autres personnes qui se trouvaient dans des situations similaires à la mienne semblait juste d'une manière que le soutien anonyme de ma famille ingrate n'avait jamais été.
Une notification de mon téléphone a interrompu notre travail. C'était un email d'un nom que je ne reconnaissais pas, Christophe Martin. La ligne d'objet disait « Demande de consultation en sécurité ». Je l'ai ouvert avec curiosité et j'ai trouvé une demande commerciale poliment formulée concernant les services Nova Sécurité pour une entreprise d'énergie renouvelable. L'entreprise avait besoin de solutions complètes de cybersécurité alors qu'elle développait sa technologie de réseau intelligent. C'était le type de client avec lequel nous travaillions fréquemment, mais quelque chose dans le timing et la nature personnelle de l'email envoyé directement à moi plutôt que par nos canaux de développement commercial me rendait méfiante. J'ai effectué une recherche rapide sur Christophe Martin et j'ai découvert qu'il était en effet le directeur de la technologie de l'entreprise mentionnée dans l'email. Ses qualifications étaient en ordre et l'entreprise était légitime et bien établie. Toujours prudente après mon expérience familiale, j'ai transmis l'email à mon équipe pour une vérification standard, mais j'ai répondu personnellement, en organisant un appel vidéo pour la semaine suivante. L'appel a révélé que Christophe était attentionné, intelligent et sincèrement intéressé par nos services. Il n'y avait aucun lien caché avec ma famille, aucun motif caché, juste une demande commerciale directe qui se trouvait se produire à un moment où j'étais méfiante à l'égard des contacts inattendus. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est la facilité avec laquelle un rapport s'est développé entre nous. Ce qui aurait dû être un appel d'introduction de 30 minutes s'est étiré à près de 2 heures alors que nous discutions non seulement des besoins en sécurité, mais aussi des tendances de l'industrie, des innovations technologiques, et finalement de nos parcours personnels dans le monde de la technologie. Au moment où nous avons terminé l'appel, j'avais non seulement sécurisé un nouveau client important pour Nova Sécurité, mais j'avais également accepté de rencontrer Christophe pour dîner lors de son prochain voyage à Biarritz pour une conférence sur les énergies renouvelables. Tu vas vraiment à un rendez-vous ? Sophie m'a taquiné quand je lui ai parlé des projets de dîner avec un vrai homme, pas une feuille de calcul ou un protocole de sécurité. C'est un dîner d'affaires, ai-je protesté, bien que même moi, j'ai entendu le manque de conviction dans ma voix. MHM. Sophie a souri. C'est pour ça que tu regardes ton dressing depuis 20 minutes en essayant de décider quoi porter ? Le dîner avec Christophe a été rafraîchissant. Contrairement à Julien, qui semblait toujours intimidé par mon succès et mon intelligence, Christophe était confiant en lui et sincèrement impressionné par ce que j'avais bâti. Il écoutait quand je parlais de mon travail, posait des questions pertinentes et partageait ses propres expériences sans rivaliser ni minimiser les miennes. Lorsque la conversation est devenue personnelle et que j'ai prudemment mentionné être une mère célibataire, sa réponse a été chaleureuse. « Ta fille a de la chance d'avoir une si forte idole », a-t-il dit simplement. J'ai moi-même été élevé par une mère célibataire. Elle m'a appris plus sur le courage et l'intégrité que quiconque dans ma vie. Au cours des mois suivants, Christophe est devenu un visiteur régulier de notre maison de plage. Léa, d'abord timide envers lui, s'est progressivement réchauffée alors qu'il montrait un véritable intérêt pour ses collections de coquillages de châteaux de sable et ses histoires élaborées sur les aventures sous-marines de Monsieur Moustache. Il te fait sourire, maman, a observé Léa un soir, après que Christophe soit parti après une journée d'exploration de l'île. J'aime quand tu souris. Alors que ma vie personnelle trouvait un nouvel équilibre, j'ai reçu un email inattendu de ma cousine Chloé, la nièce de ma mère, qui était au dîner de Noël, mais était restée silencieuse pendant la confrontation. J'ai beaucoup pensé à ce qui s'est passé, a-t-elle écrit. J'aurais dû intervenir lorsque l'oncle Michel était si cruel envers toi et Léa. La vérité est que beaucoup d'entre nous ont bénéficié de la prospérité soudaine de la famille ces dernières années, sans jamais se demander d'où elle venait. Découvrir que c'était toi tout ce temps a été un choc, mais pas aussi choquant que de voir comment ils t'ont traité malgré tout ce que tu as fait. Je voulais juste te faire savoir que tout le monde dans la famille n'est pas d'accord avec la façon dont les choses se sont passées. Certains d'entre nous vous manquent, toi et Léa, et aimeraient renouer dans de meilleures conditions si tu es jamais ouverte à cela. Son message a ouvert une petite porte que j'avais cru définitivement fermée. Bien que je n'ai aucun intérêt à renouer avec mes parents ou mes frères et sœurs sans changement significatif de leur part, l'idée qu'il y avait des membres de la famille qui reconnaissaient l'injustice et appréciaient notre relation était réconfortante. Près d'un an après l'incident de Noël, j'ai reçu une lettre formelle de mon père. Contrairement aux avis légaux exigeants qui étaient venus avant celui-ci, il était écrit à la main et portait les marques d'une réflexion sincère. Je suis resté en colère et amer pendant des mois, a-t-il écrit. Te blâmant pour nos difficultés financières, refusant de reconnaître mon rôle dans la destruction de notre relation. Une crise cardiaque il y a 3 mois m'a forcé à faire face à ma mortalité et à reconsidérer mes priorités.
La vérité est que j'ai toujours été jaloux de ton indépendance et de ton succès. J'ai été élevé pour croire que la valeur d'un homme était mesurée par son rôle de pourvoyeur. Et voir ma fille me surpasser menaçait tout ce que je pensais savoir sur ma place dans le monde. Cela n'excuse pas mon comportement, mais peut-être l'explique-t-il. Si vous êtes disposé, j'aimerais commencer le long processus de réparation. Après mûre réflexion et consultation avec ma thérapeute, que je voyais régulièrement depuis mon installation à Biarritz, j'ai accepté une séance de conseil familial avec des conditions strictes. Elle se tiendrait sur un terrain neutre avec un médiateur professionnel présent, et Léa n'y assisterait pas tant que je ne serais pas sûr que c'était émotionnellement sûr pour elle. La première séance fut tendue et difficile. Ma mère a pleuré, mon père était sur la défensive malgré sa lettre, et j'ai maintenu des limites émotionnelles qui les frustraient clairement tous les deux. Mais c'était un début. Les séances ultérieures ont révélé de profonds schémas générationnels d'amour conditionnel, d'insécurité financière et de manipulation émotionnelle qui avaient façonné mes parents bien avant ma naissance. Comprendre ces schémas n'excusait pas leur comportement, mais m'a aidé à le contextualiser et à libérer une partie de la douleur personnelle que j'avais portée. Certaines relations familiales ont été progressivement reconstruites sur des bases plus saines. D'autres, comme ma relation avec Sophie, qui a refusé de reconnaître toute faute, sont restées rompues. J'ai appris à l'accepter, reconnaissant que je ne pouvais pas forcer la réconciliation là où il n'y avait ni remords sincères ni désir de changement. Le Noël suivant, un an après le dîner désastreux qui avait tout changé, j'ai organisé une célébration dans notre maison de plage. La liste des invités était petite mais significative. Sophie, Christophe, maintenant officiellement mon partenaire, Maria et sa famille, plusieurs amis proches de la côte, Chloé et ses enfants, et mes parents qui avaient accepté de continuer la thérapie et avaient montré un effort constant pour respecter mes limites. Pierre est venu sans Diane. Leur mariage, une autre victime des bouleversements financiers, mais montrant des signes de croissance personnelle sincère alors qu'il reconstruisait sa vie avec une carrière et des relations plus authentiques. Alors que nous nous rassemblions autour de la table sur le Lanay, la brise marine portant le parfum du jasmin, j'ai regardé les visages de ces personnes qui avaient choisi d'être dans ma vie sur la base de l'amour et du respect mutuel plutôt que de l'obligation ou du bénéfice financier. Avant de manger, ai-je dit, levant mon verre, je veux partager quelque chose que j'ai appris cette année. La famille n'est pas définie par le sang ou l'obligation. Elle est créée par l'acceptation, le respect et l'amour inconditionnel. Certains d'entre nous ont la chance de trouver cela avec leurs proches biologiques après avoir surmonté des difficultés. D'autres créent une famille à partir des personnes qui entrent dans nos vies et choisissent de rester, nous soutenant dans les défis et célébrant nos vrais nous-mêmes. Mon père, humilié par son problème de santé et les conséquences de ses actes, a hoché la tête en silence. Ma mère m'a serré la main, les larmes aux yeux qui semblaient enfin être pour ma douleur plutôt que pour son propre inconfort. Léa, maintenant âgée de 5 ans et épanouie, a regardé autour de la table avec une confiance qui a réchauffé mon cœur. Peut-on manger maintenant ? J'ai faim. Et Papy a promis de m'aider à construire un super grand château de sable après le dîner. Des rires ont parcouru la table, brisant la solennité du moment de la manière parfaite que seuls les enfants peuvent faire. Alors que nous partagions le repas, les histoires coulant librement sans le courant sous-jacent de compétition ou de jugement qui avait caractérisé les réunions de famille par le passé, j'ai réfléchi au parcours de l'année écoulée. La douleur de cette nuit de Noël avait finalement conduit à la liberté, à l'authenticité et à une compréhension plus profonde de ce qui comptait vraiment dans la vie. L'empire de 50 millions d'euros que j'avais construit était impressionnant. Mais la vraie richesse résidait dans les connexions authentiques que j'avais nouées, les limites que j'avais apprises à établir, et la connaissance que ma valeur ne dépendait jamais de la validation de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, après le départ de nos invités et que Léa se fut endormie, je me suis promené seul sur la plage éclairée par la lune, me sentant en paix avec mon passé et excité par l'avenir. Le voyage n'avait pas été facile, mais il avait été nécessaire et finalement guérisseur. Quelle a été votre expérience avec les attentes familiales et l'établissement de limites ? Avez-vous jamais dû faire des choix difficiles pour protéger votre propre bien-être ? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans ses luttes familiales. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de vous éloigner de la toxicité, même lorsqu'elle vient de la famille.